Donc, on a un dîner à vous offrir ce midi. Donc, on a une conférence en même temps que nous allons dîner. Juste pour vous dire, le dîner conférence est offert par la firme Melançon, Marceau, Grenier et Cohen. Et oui, donc je sais ça, je l'avais bien lu, que je n'avais pas oublié aucun nom, aucun nom de famille. Donc, en fait, nous allons avoir une conférence super intéressante. Donc, je vais vous lire le nom de la personne conférencière que voici. Donc, Florence Ashley est une juriste et biotechnicienne transféministe. Actuellement doctorante à l'Université de Toronto, Florence fut la première auxiliaire juridique ouvertement trans à la Cour suprême du Canada. Yale est auteure de dizaines d'articles scientifiques en droit, bioéthique et santé et récipiendaire du prix du prix Héroïne LGBTQ+, de l'Association du barreau canadien. Son livre « Banning Transgender Conversation Practices, a Legal and Policy Analysis » fut publié par UBC Press en 2022. Donc, accueillons très chaleureusement Florence Ashley. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire vraiment une... wow, je me vois sur vidéo, c'est un peu weird. Okay. On va parler de l'évolution des droits trans au Québec parce que je pense que c'est souvent assez méconnu comme sujet. Puis je vais vouloir parler particulièrement de deux pans principaux, soit le droit à l'égalité et le droit par rapport à l'état civil et au changement d'état civil pour les personnes trans. Fait qu'on va faire un petit aspect interactif au début. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des guesses quant à ce serait quelle année que les personnes trans ont été protégées légalement contre la discrimination au Québec? Vous pouvez comme crier vos... OK, 2020. Est-ce qu'il y a d'autres guesses? 2005. OK. Donc, il y a eu beaucoup de guests, puis ça, c'est une question que je pose souvent dans mes conférences, puis à date, il n'y a jamais eu personne qui l'a eu. Donc, il y a deux réponses possibles, soit 1982 ou 1998. Donc, et c'est pour ça que je porte mes dinosaures, parce que les personnes trans, c'est pas nouveau, les droits trans non plus, c'est vieux comme des dinosaures. OK, non, mais c'est aussi cool que des dinosaures. Ça, c'est la partie importante. Donc, notre histoire par rapport au droit à l'égalité commence en 1982. Une belle journée d'été à une cafétéria quelque part, probablement à Montréal. Je ne sais même pas si c'était l'été, là. Je trouve juste que c'est plus drôle pour la narrative, pour la trame narrative. Et donc, Dame D, une madame trans qui travaille à Post Canada, s'en va manger avec quelqu'un à un genre de resto cafétéria. Et elle se fait sacrer dehors parce qu'elle est trans. Fait que là, elle a dit, ben non, là, garde, fait qu'elle poursuit. Et lors de la poursuite, la personne qui est propriétaire du restaurant dit, ouais, mais non, mais là, ça, cette personne-là, je veux dire, c'est comme des personnes qui font du travail du sexe, tout ça. Elle dit, ah, mais ça, ses amis, c'est des travestis qui se prostituent, puis tout ça. Non, on ne peut pas amener ça dans notre resto, puis tout ça. Fait que, ouais, fait que c'est un peu moyen. Puis, de son côté, Dame D, elle appelle quelqu'un qui en est expert, un nom que vous allez reconnaître, le docteur Pierre Mailloux. Ouais, 1982. Docteur Mailloux, j'ai pas pu vérifier à 100% si c'est exactement la même personne, mais toutes les données fit. C'est à peu près dans le temps où il disait justement qu'il travaillait avec les personnes trans et tout ça. Fait que toutes les données fit, puis ça a vraiment l'air d'être lui. Puis là, lui, écoute, il renforce un peu ce que la dame Ansberger dit, donc la propriétaire du restaurant, mais prendre un autre côté vient dire « Ouais, mais non, là, c'est parce que elle, cette femme trans-là, c'est pas la même que ces travestis-là qui n'ont pas le droit d'être au resto. Elle, c'est une vraie transsexuelle, toute féminine, tout ça. Fait qu'elle, elle a le droit à la protection. » C'est moyen comme jugement parce que
le juge dit « Ouais, ben, on va accepter la protection, c'est de la discrimination sur l'état civil parce qu'elle, elle a changé son marqueur de genre, qui à l'époque était très onéreux. Il fallait notamment avoir des chirurgies et un suivi en psychiatrie pendant de longues et longues années à Toronto, même pas à Montréal. Et dans le fond, le juge accepte ça et dit, en plus, oui, non, mais c'est un jugement basé sur des préjugés en refusant de reconnaître son état civil, qui dit qu'elle était de sexe féminin. Et juge disant, alors qu'elle était vêtue sobrement, avec toutes les caractéristiques d'une personne du sexe féminin. Donc, c'était assez stéréotypé à l'époque, mais c'est là le premier jugement qui reconnaît un petit peu de protection pour les personnes trans. C'est un jugement qui n'a pas eu très grand impact, contrairement à 1998, qui est là ma deuxième réponse, puis la bonne réponse. Dans un jugement Maison des jeunes, dans ce jugement-là, il y avait une femme trans qui travaillait dans une maison des jeunes, qui a fait son coming out. Et initialement, tout se passait bien, tout le monde était comme « oui, c'est super cool, pas de problème ». Pas longtemps après, on vient lui dire « on te licencie, on trouve que c'est inapproprié que tu travailles avec des jeunes étant trans ». Fait qu'elle a dit « non, non, non », puis elle s'en va en commission. Puis, à la commission, en commission, on la supporte et ensuite, ça s'en va au tribunal. Et au tribunal, on dit, en effet, c'est de la discrimination envers cette personne-là sur la base du motif de sexe. Donc, dans la Charte québécoise, on ne peut pas faire la discrimination sur la base du sexe. Et le tribunal dit, oui, mais on ne peut pas comprendre le fait d'être trans sans se référer à des concepts comme sexe, genre, homme, femme. Et de plus, les personnes trans, la discrimination envers elles est une discrimination basée sur ce qu'on comprend comme l'aspect psychosocial du sexe. Donc, cette idée que la personne trans, l'identité de genre est un terme qui tombe sous la notion de sexe, et donc, en faisant de la discrimination envers les personnes trans, c'est de la discrimination illégale sous le motif de sexe dans la Charte québécoise. Et ça a été un jugement vraiment, vraiment important. Premièrement, parce que peu importe l'état civil et peu importe s'il y a eu chirurgie ou non, ça a été dire, on ne peut pas faire discrimination contre les personnes trans. Mais non seulement ça, mais c'est un jugement qui a eu un impact vraiment important dans la jurisprudence québécoise et dans la jurisprudence canadienne. Tout de suite après, comme moins d'un an après, ça a été suivi notamment par le Tribunal des droits de la personne de Colombie-Britannique dans un cas où une personne s'était faite empêcher d'utiliser la toilette des femmes dans un bar. Et le bar a dit « oui, mais non, mais tu n'as pas eu telle ou telle chirurgie, donc tu ne peux pas ». Et en citant cette décision québécoise-là, le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique est venu dire c'est de la discrimination sur la base du sexe et on ne peut pas faire ça. Cette personne-là n'a pas, il n'y a aucun critère chirurgical qui est nécessaire pour accéder aux toilettes. Et donc, depuis 98-99, c'est l'état du droit au Canada qui a été répandu partout au Québec et dans le reste du Canada que les critères chirurgicaux ne sont pas un critère d'accès aux espaces comme les toilettes. Ensuite, ça a pris jusqu'à 2016 où on a eu le gros changement que tout le monde a parlé, où en 2016, il y a eu une loi qui est venue, projet de loi 103, qui est venu dire on ajoute à la Charte québécoise l'identité de genre et l'expression de genre. Et donc ça a rendu explicite quelque chose qui était déjà inclus dans la loi québécoise, qui avait été interprété par les tribunaux dans plusieurs décisions, mais il veut rendre ça explicite sur le plan législatif. Et il y a un peu un bon et un mauvais côté à ça. Le bon côté, c'est en rendant ça explicite, c'est beaucoup plus facile de juste sortir sa charte et dire « Hey, tu ne peux pas faire ça ».
aller dire, va lire ce jugement-là de la Cour du tribunal des droits de la personne du Québec de 98, puis là, après ça, va voir où est-ce que ça a été cité avec approbation pour comprendre que finalement, il y a un peu problème pratique par rapport à ça. De l'autre côté, et ce qui est pourquoi j'ai posé la question au début de c'est quand qu'il y a eu la première protection envers les personnes trans, c'est que ça a contribué à cette impression que les droits trans sont nouveaux au Québec. Et ce que j'entends souvent, c'est « oui, mais il faut nous donner le temps ». Puis quand on pense au fait que les protections existent depuis 1998, tu te dis « ouais, mais là, c'est parce que ça fait comme 25 ans. Tu veux combien de temps pour adapter les choses? » C'est plus, malheureusement, un peu un manque d'attention sur la part culturelle. Et un des bons côtés, justement, de cette loi-là, c'est que ça a apporté un petit peu plus d'attention à cet enjeu-là au Québec. Donc, ça, c'est pour le droit à l'égalité, et c'est là où les choses sont au Québec. Il n'y a pas eu d'immenses changements sur l'aspect jurisprudentiel depuis 1998. Il y a eu des décisions ici et là dans certaines différentes situations, mais de façon générale, le message depuis 1998 est assez standard, soit les personnes trans doivent être respectées selon leur identité de genre et que les exclure est une forme de discrimination illégale au Québec. Et donc, c'est le cas au Québec et au Canada. Ensuite, ce qui a été un petit peu plus, disons, compliqué, on pourrait dire, c'est l'histoire de l'état civil pour les personnes trans. Parce que, comme j'ai dit au début, sous Ansberger, en 82, il fallait avoir changé son certificat de naissance pour avoir droit à une protection légale. Et à ce moment-là, il fallait avoir fait des changements chirurgicaux. Avant 1977, il n'y avait aucune façon de changer son état civil pour les personnes trans. Au Québec, il n'y avait seulement aucune façon de le changer et ça venait tout juste de commencer en Europe avec la Suède qui avait passé la première loi donnant droit au changement de mention de sexe sur les documents d'état civil en 1971. Mais dans les années 70, il y a eu un peu cette compréhension qui s'est propagée à travers les législatures, surtout en Europe et en Amérique du Nord, cette idée qu'il y a un enjeu humanitaire et un enjeu d'attention internationale par rapport aux droits des personnes trans, que même si c'est une population qui est relativement petite, c'est important de changer ces lois-là pour mieux s'adapter à cette réalité-là et donc donner plus de droits aux personnes trans et mettre moins d'embûches sur leur chemin parce que pour une personne trans, si tu as le mauvais marqueur de sexe sur ton certificat de naissance, ça veut aussi dire sur ta carte d'assurance maladie, donc tous tes documents d'identité ailleurs. Et donc là, le problème que ça pose, c'est que déjà, tu te fais outer à chaque fois que tu montres un document. Et en plus, il y a un peu un aspect psychologique où on te dit « Ah, mais l'État ne te considère même pas comme toi tu te considères. T'sais, toi, tu te dis femme, mais l'État dit non, c'est dans ta tête, des choses comme ça. » Fait que c'est important aussi pour cet aspect-là psychologique. Et donc, pour les personnes qui connaissent un peu le droit, vous vous rappellerez peut-être du professeur Robert Coury, qui est un grand nom en droit québécois. Pour les autres, c'est un prof de droit, là. Et dans sa thèse doctorale, qui, si je ne m'abuse, était en 1975, il avait étudié les enjeux trans qui ne, à ma connaissance, jamais réétudiés par la suite dans les décennies qui ont suivi. Et Coury avait rapporté 3 façons de faire en réponse à l'existence des personnes trans par rapport à l'état civil. Le premier, c'était
de faire ce que le Québec fait maintenant, c'est-à-dire se baser sur l'identité de genre. Donc, tout simplement dire le marqueur de sexe n'est pas un marqueur qui a rapport au corps, c'est un marqueur qui a rapport à l'identité psychologique et sociale. Et donc, on permet à toutes les personnes trans de changer leur certificat de naissance. La deuxième, et c'est celle-là qu'il primait, était de faire appel à ce qu'il appelait à l'époque une fiction légale d'une nature extraordinaire pour permettre à ces personnes-là d'avoir un modus vivendi stable sans s'attaquer à ce qu'il appelait la vérité scientifique. C'est les années 70, c'était déjà, il écrivait de même à l'époque. Mais cette idée-là était donc que, bon, les personnes trans, on ne va pas changer la façon que les choses sont faites sur l'aspect comme d'associer le marqueur de sexe à la biologie, mais on va permettre à certaines personnes trans qui ont eu des chirurgies, etc., de changer leur marqueur parce que, bon, ça s'accorde avec nos idées du genre à l'époque. Et la troisième option qu'il a rapportée était de juste rien faire, cacher les personnes trans. Il va sans dire que ce n'était pas l'approche qu'il a primée. Vous m'excuserez un petit peu d'anglais, mais il a dit « Need one say that this alternative does no honor to the society which retains it ». Donc déjà, dans les années 70, il y avait cette idée qu'on ne peut pas juste comme envoyer chier les personnes trans, qu'il y a vraiment un souci humanitaire. Et c'est justement sur cette approche que s'est basé le gouvernement québécois quelques années après. Le gouvernement québécois s'est basé sur la loi suédoise, qui était une loi de 71-72, dépendamment comment tu comptes, quand est-ce que la loi a été passée, là. Mais, et les critères de la loi suédoise étaient assez similaires à ce qu'on a eu au Québec, c'est-à-dire que le premier critère était donc on ne pouvait pas être marié, on devait être adulte, on devait avoir la citoyenneté, on devait avoir recours à des chirurgies et un autre ajout qui a été fait, qui n'était pas là au Québec, mais qui était là en Suède, c'était le prérequis d'assurer la stérilisation. C'est un critère un peu qui pose des questions, la stérilisation, et ce qui est important de comprendre, c'est que ce prérequis de stérilisation-là en Suède était vraiment s'engageait dans un historique d'eugénisme suédois, mais aussi en Amérique du Nord, incluant au Canada, où il y avait, ils stérilisaient vraiment des dizaines de milliers de personnes dans un but d'éviter que les personnes considérées indésirables aient des enfants. Et sous cette perspective-là, suédoise, et qui a été partagée ailleurs, le fait que les personnes trans allaient volontairement se faire stériliser était une façon un peu facile de promouvoir cet agenda-là parce qu'il y avait cette conception que les personnes trans ne sont pas aptes à être parents. C'est une idée qui n'a pas été directement utilisée au Québec. Toutefois, le critère chirurgical qui était utilisé à l'époque, donc cette idée qu'il fallait avoir des chirurgies génitales avant de faire le changement de mention de sexe, réintégrait dans les faits le même critère de stérilisation. Les personnes trans devaient se faire stériliser pour avoir droit au changement de sexe et sur leur papier d'identité. Et donc, plusieurs personnes ont fait ce choix d'avoir une chirurgie qu'elles ne voulaient pas dans le but d'avoir un document d'identité qui allait leur offrir un certain niveau de protection. Et ce n'est pas là un accident, ça faisait vraiment partie de la logique de l'État de on va vous donner un petit peu, mais on va aussi, c'était du give and take dans cette logique-là. Et donc, en 1977, Québec adopte cette loi selon
l'historique législatif qui disait par souci humanitaire de protéger les personnes trans, mais aussi ça devenait une façon d'appliquer une discipline puis un contrôle des populations trans, notamment à travers un régime de stérilisation, en obligeant que les personnes ne soient pas mariées, la logique était d'éviter que les personnes trans se retrouvent dans un mariage de même sexe légalement, mais c'était aussi une façon d'empêcher les familles trans, donc d'empêcher que les personnes trans aient des familles. Donc, c'était un aspect très problématique de la loi. Et on voit justement cet enjeu-là par rapport à la parenté. En 2004, il y a une personne qui est venue poursuivre le gouvernement en disant « Ouais, mais non, mais moi, je suis un homme trans, j'ai donné naissance à mon enfant et donc je suis mentionné comme mère sur mon document d'état civil, mais j'ai par la suite fait mon changement d'état civil et je veux maintenant être reconnu comme père sur les documents. » Et la Cour a dit « Non, démerde-toi. » On va citer un petit peu plus, avec plus de précision. « Qu'il y ait des tracasseries quelconques et des inconvénients, peut-être, mais juridiquement parlant, un père restera toujours un père et une mère restera toujours une mère, indépendamment des modifications médicales apportées sur quelqu'un physiquement. » Il y a plusieurs problèmes avec cette logique-là. De un, c'est que c'est faux c'était déjà faux dans... Oui? Je voulais vraiment pas vous interrompre, je suis désolée. On entend vraiment beaucoup de monde qui parle, s'il vous plaît. Donc, juste si vous pourriez, si vous voulez parler puis ça ne vous intéresse pas, c'est correct, mais juste sortir de la salle, s'il vous plaît. Sinon, on vous demanderait juste de respecter la personne conférencière et de profiter du moment de présence, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Oui. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Ce qui était déjà assez étrange dans la mesure où les personnes trans pouvaient déjà avoir un statut parental qui correspondait à leur identité de genre tout autant que l'enfant était né après le changement, ce qui était bien sûr difficile dans certains cas, donc par exemple pour les pères trans parce qu'ils devaient avoir une chirurgie génitale, mais pour exemple pour les femmes trans qui avaient fait, parce que rendu là en 2004, il y avait maintenant des technologies comme vous pouvez voir, la cryopréservation de sperme, des choses comme ça. Et il y a aussi tout ce qui était adoption, etc., qui, en 2004, était beaucoup plus possible pour les personnes trans qu'en 1977, quand les critères de changement d'état civil avaient été établis. Donc, déjà, il y avait cette idée-là de la parentalité basée sur le corps, mais qui était une chose qui n'était pas vraie en plusieurs situations en droit, mais qui en plus semblait avoir une logique très discordante avec la possibilité de faire les changements de mention de sexe sur l'état civil, qui était déjà, elle, présupposait justement le fait qu'on puisse, qu'il puisse y avoir ce changement-là et que la personne peut avoir une mention de sexe qui n'était pas basée sur les critères corporels. C'était un gros problème, cette décision-là de 2004, parce que ça voulait dire que toutes les personnes trans, même celles qui avaient fait leur changement, étaient outées à chaque fois qu'elles devaient, mettons, envoyer un enfant à l'école, parce qu'il fallait donc montrer le certificat de naissance de l'enfant, et ça outait les parents, mais en plus de ça, en plus de outer les parents, ça posait problème pour l'enfant, parce que l'enfant qui a des parents trans vit de la discrimination par association. Donc, c'était un gros enjeu qui n'a pas été changé, qui n'a été changé que très récemment. Donc, après cette année-là de 2004, on attend encore plusieurs années après en avoir le premier gros changement, puis où on tombe vraiment dans ce qu'on pourrait dire l'ère moderne de l'état civil des personnes trans au Québec. Donc, le projet de loi 35 en 2013-2015, parce que ça leur a pris 2 ans pour décider comment que la loi allait
s'établir. Donc, en 2013, le gouvernement dit « Regarde, là, on a un problème, parce que là, ces prérequis-là chirurgicaux, on reconnaît qu'il y a plusieurs personnes trans qui ne veulent pas avoir ces chirurgies-là et que ça pose problème, donc c'est un problème de droit de la personne parce qu'il y a une question d'intégrité corporelle là-dedans. Et on voit aussi qu'en Ontario, il y a eu des jugements qui disent que c'est de la discrimination, qu'il faut changer ça. Puis là, la Commission des droits de la personne du Québec vient dire au gouvernement, oui, là, il faut que vous fassiez la même chose, il faut que vous changiez les choses, on ne peut pas continuer à avoir des critères chirurgicaux et médicaux. Fait que là, le gouvernement dit, OK, bon, on va faire quelque chose. Puis là, passe une loi qui dit, on va permettre le changement sans aucun prérequis chirurgical, et les modalités de ce changement-là vont être établies par règlement plus tard. Donc, c'est en 2013. Et là commence tout un processus de consultation jusqu'en 2015, octobre 2015, où la loi est entrée en vigueur, qui a finalement permis aux personnes trans de changer leur certificat de naissance sans recours à des chirurgies. Initialement, certaines personnes avaient dit « Ah, mais il faut que la personne ait déjà transitionné socialement il y a au moins 2 ans et tout ça. » Puis là, les personnes disaient « Ouais, mais non, mais c'est parce que 2 ans, là, c'est long, 2 ans de discrimination, 2 ans de te faire rater dans tous tes documents, 2 ans où tu ne peux pas rien changer, surtout qu'au Québec, contrairement à d'autres comme les autres provinces au Canada, c'est très difficile d'utiliser un nom qui n'est pas celui sur les documents d'état civil. En Ontario, en Colombie-Britannique, ailleurs, ça n'existe pas vraiment un nom légal. C'est un petit shortcut qu'on utilise, mais n'importe qui peut utiliser n'importe quel nom. Tu n'as pas besoin que ça soit sur ton certificat de naissance. Tu as juste besoin de commencer à utiliser ce nom-là. Tous les noms, c'est des noms légaux tant que tu l'utilises. Au Québec, pas la même chose. Au Québec, on aime vraiment le document d'état civil, le registre. On a un registre. Il n'y a pas de registre dans les autres provinces. Il n'y a pas de registre d'état civil. Il y a un registre des naissances, mais si tu n'es pas né au Québec, tu n'as pas de document d'état civil comme directement là. Tu peux avoir des cartes et tout ça, mais les cartes ne sont pas basées sur un certificat de naissance directement. Donc, le 2 ans de vie des réels, les gens, ce qu'ils appelaient le 2 ans de vie des réels à l'époque, ont dit non, garde, c'est beaucoup trop onéreux pour beaucoup de personnes, et en plus, c'est vraiment difficile à prouver. Comment est-ce que tu prouves ça? Ça devenait compliqué. Fait qu'ils ont dit, OK, on ne va pas demander ça, puis on n'a pas de critères médicaux. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va écouter les communautés trans, grande idée révolutionnaire, et on va permettre le changement le plus facile au Canada. Et ce changement facile-là, c'était de dire, la seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir quelqu'un qui te connaît depuis au moins 1 an, qui vient témoigner, oui, la personne connaît le sérieux de sa démarche, puis après ça, tu signes le document, tu l'envoies, ça revient. Et s'il accepte, voilà, le changement est fait. Ça, c'était du moins ce qu'on espérait. Il y a eu quelques hicks, par exemple. Parce que, oui, la loi disait, bon, c'est juste ça, on a juste besoin d'un témoignage, mais le directeur de l'État civil, il nous haït. Parce que le directeur de l'État civil, lui, là, écoute, il ne faut pas que tu te trompes sur rien, parce que si tu te trompes sur une petite affaire, là, si tu n'as pas la virgule à la bonne place, il te renvoie ça, puis ça fait genre 3 mois que tu as envoyé ton document, puis il te renvoie ça, puis il dit, bon, renvoie-nous tous les documents que tu as besoin d'ici 1 semaine, sinon on ferme ton dossier. Fait que ça rend ça difficile. Juste pour donner une idée, je me suis fait renvoyer mon document parce que j'avais signé le nom que je demandais à la place de signer l'ancien nom sur le document. Comme à la fin, là, tu signes. Ils m'ont envoyé ça.
Puis là, je fais comme, OK, puis là, il faut que je refasse tout le document, toute l'affaire avec les témoins et tout ça, parce qu'il fallait avoir un commissaire à la sermentation pour le témoignage, tout ça. Il fallait que je trouve des nouveaux témoins qui pouvaient se pointer, il fallait que je trouve des nouveaux commissaires à la sermentation et tout ça. J'ai de la chance, j'étais en droit, je me suis juste pointé à la clinique d'information juridique de McGill, j'ai dit « What up, ça fait 3 ans qu'on est en droit ensemble, est-ce que tu es confortable d'être témoin? » OK. Je vois l'autre personne. Est-ce que tu es capable de faire commissaire à l'ensermentation? Oui. Ils m'écrivent ça, on l'envoie. Finalement, c'était correct. Mais ça, c'était le premier hic. Le deuxième hic, c'était le critère de domicile de 1 an. En principe, pas trop compliqué. Il faut juste être domicilié au Québec depuis 1 an. Et l'important, c'était, on ne veut pas commencer à faire des changements pour les personnes qui ne vivent plus au Québec et qui devraient faire le changement ailleurs. Et il y a un autre pour les personnes qui viennent du Québec, mais qui ne sont pas capables de faire le changement ailleurs, il y a comme un autre processus plus compliqué que tu peux faire. Mais il faut que tu prouves que tu n'es pas capable de le changer ailleurs. Fait qu'1 an de domicile, en principe, c'est raisonnable. Le problème, c'est que il n'y a pas grand-chose qui accepte comme preuve de domicile. Fait que là, il faut que tu te ramasses avec des documents datés avec une adresse québécoise dessus, mais là, il ne faut pas que les documents soient... Il faut que tu aies un document d'il y a exactement 1 an, puis un document dans le dernier mois. Si tu n'as pas ces 2 documents-là qui fit exactement au bon moment, ils te renvoient et te disent « Non, tu n'es pas éligible, tes documents n'étaient pas corrects. » Encore là, gros problème, surtout pour les personnes qui sont plus jeunes, pour les personnes qui sont aux études et pour les personnes qui sont sans abri, parce que prouver ton adresse peut être très difficile. Encore là, un système un peu niaiseux parce que ce que j'ai pu faire, c'est d'aller sur le système de McGill. J'étais à l'université McGill à l'époque. J'ai juste comme backdaté un de leurs documents parce qu'il me permettait d'émettre des documents prouvant que j'étais aux études à cette époque-là. Puis tu peux mettre n'importe quelle adresse, tu peux mettre ton adresse présente sur ça. Fait que leur système marche comme pas parce que tu peux avoir des documents qui ne correspondent pas du tout à ton adresse à l'époque et ils vont accepter ça. Donc, encore là, juste une autre embûche qui n'est pas nécessaire. Puis la plus grosse embûche, c'est les catégories de personnes qui n'avaient pas droit au changement après la loi de 2015, soit les personnes en bas de 18 ans et les personnes qui ne sont pas citoyennes. Parce qu'au Québec, on a l'illustre honneur d'avoir été la dernière province à enlever le prérequis de citoyenneté pour le changement d'état civil. Toutes les autres provinces l'ont fait à peu près 30 ans avant nous. Et ce qui est intéressant, c'est que initialement, les gens disaient « Ah oui, mais non, mais c'est historique, c'est un aspect du droit québécois, etc. » C'est même pas québécois. C'est un changement qui a été fait autour de la Première Guerre mondiale. C'était-tu la première ou la deuxième? Un des deux, parce qu'il y avait peur qu'il y ait des espions allemands qui viennent utiliser le changement d'état civil. Fait que toutes les provinces du Canada ont changé leur loi pour avoir un prérequis de citoyenneté britannique, puis ensuite, ça a été changé pour citoyenneté canadienne par la suite. Donc, c'est un critère complètement nouveau. Puis toutes les autres provinces sont réalisées dans les années 70. Pourquoi on a besoin de ça? Ils les ont enlevés, puis là, tout le monde peut faire leur changement de nom et de marqueur de secte, sauf au Québec. Jusqu'en... Est-ce que vous pouvez guesser c'est quand qu'ils ont fait ce changement-là? 2021. Ouais, il a fallu qu'on poursuive le gouvernement. Bon, ça je vais m'y rendre. Mais après ça, là, en 2016, c'est le next step. Le next step en 2016, c'est le projet de loi 103. On dit, garde là, ça n'a pas de bon sens. Tu as des jeunes qui ont fait leur transition sociale il y avait 5 ans. Il faut qu'ils attendent jusqu'à 18 ans pour faire leur changement sur leur certificat de naissance. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment horrible quand il faut que tu t'enregistres à l'école, tout ça. Parce que, regarde, moi, en tant qu'adulte, je n'ai pas tant souvent utilisé mon certificat de naissance, mais quand tu es jeune, tu changes d'école, tu t'enregistres à telle ou telle activité comme extrascolaire et tout ça. Tu as besoin de montrer ton certificat de naissance avec une certaine, quand même assez souvent. Fait que là, ils ont dit, garde là, on peut pas continuer ça. Fait que là, ils ont
passé une nouvelle loi, puis on dit, OK, on va accepter que les jeunes fassent leur changement, mais contrairement aux adultes, on va demander une lettre de quelques personnes qui est dans le professionnel, la santé ou santé mentale, donc travail social, psychologue, etc., juste pour confirmer le sérieux. Donc, ça, c'était encore là, aucun retrait du prérequis de citoyenneté, mais au moins, les jeunes peuvent commencer à faire le changement s'ils ont un accès à des professionnels en santé mentale, ce qui est malheureusement pas toujours un acquis. Un des gains qui avait été fait pendant les débats législatifs, c'est qu'ils ont accepté que les travailleurs sociaux le fassent, ce qui a été assez important parce que les personnes qui sont dans le système de protection de la jeunesse ont accès au travail social comme une façon d'obtenir la lettre, ce qui a aidé quand même les personnes qui étaient moins privilégiées à avoir accès. Mais ça demeurait assez difficile. Et un autre facteur de difficulté, si tu avais un parent qui s'opposait et que tu avais en bas de 14 ans. En bas de 14 ans, si un parent s'oppose, tu n'avais pas vraiment grand-chose à faire, il fallait que tu ailles en cours, tout ça, ça devenait hyper complexe. Ce qui était très dommage parce que, et c'est mon sujet de doctorat, les parents, très souvent, sont en désaccord par rapport à comment élever les jeunes trans. Et ce qu'on voit souvent, très souvent, puis c'est assez malheureux, c'est un père abusif qui utilise le rejet de l'enfant comme une façon d'attaquer son ex-conjointe et continuer à les contrôler. Donc, il y a vraiment un aspect de violence conjugale qui s'immisce dans le droit des jeunes trans parce que c'est presque toujours ça dans nos études. C'est comme à 90%, c'est un père un père qui n'accepte pas le jeune et une mère qui accepte le jeune, et le père a un historique de violence conjugale et utilise le système du droit de la famille pour s'attaquer à la mère à travers l'enfant. Donc, c'est un peu un problème. Mais là, ensuite, après 2016, là, on a eu ce que j'ai dit en 2021, parce qu'il a fallu qu'on poursuive le gouvernement pour qu'il enlève notamment le prérequis de citoyenneté. Et en 2021, il y a ce qu'on appelle le jugement Moore, qui était le Center for Gender Advocacy contre le gouvernement du Québec. Et le jugement dit, en effet, c'est discriminatoire contre les personnes non citoyennes, donc il faut changer ça. Et donc, le lendemain, le gouvernement devait commencer à permettre ce changement-là pour les personnes non citoyennes. Ensuite, deuxième gros changement qui s'est fait cette année-là et qui vient en fait de passer cette année avec le projet de loi 2 de la réforme de la famille, c'est l'ajout d'un marqueur de genre X pour les personnes qui ne veulent pas être identifiées comme hommes ou femmes, notamment les personnes non-binaires. Et deux autres choses qui ont été changées, les titres parentaux. Maintenant, les personnes trans peuvent changer les titres parentaux sur leur certificat de naissance de l'enfant. Et en plus, et ce qui est un changement qui est intéressant pour tout le monde, toute personne peut maintenant faire le changement vers parents. Donc, beaucoup de personnes qui veulent avoir une mention moins genrée sur les certificats de naissance de l'enfant peuvent maintenant avoir la mention parent, simplement en la demandant. Donc, c'est accessible à tout le monde, qui était notamment offert pour les personnes non-binaires, mais qui a été comme vraiment étendu à tout le monde parce que, notamment, le gouvernement s'est rendu compte que il y a beaucoup de provinces qui font déjà ça, que tout le monde c'est parent. Fait pourquoi est-ce qu'on ne l'offre pas à toute personne qui voudrait avoir ça? Donc, maintenant, c'est offert. Et une autre chose qui a été changée avec le jugement Moore, c'est que tu n'as plus besoin de lettres pour les 14 ans et plus, mais ça, c'est encore débattu en cours parce que c'est allé en appel par rapport à ce niveau-là. Donc, on reste à voir si les prérequis de lettres vont être changés pour les adolescents plus vieux. Donc,
c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, toute personne peut changer son état civil sur la base de son identité de genre, avec l'aide pour les adultes de quelqu'un qui vient qui vient servir de témoin devant un commissaire à la sermentation, ou pour les jeunes avec une lettre de quelqu'un qui est professionnel en santé mentale ou en santé. Toute personne qui le veut peut avoir une mention X à la place de homme ou femme. Il n'y a plus de prérequis de citoyenneté, donc même les personnes qui n'ont pas la citoyenneté peuvent changer leur certificat de naissance. Et toutes les personnes trans ont un droit à l'égalité et un droit à être protégées contre la discrimination, et ce, peu importe où elles en sont dans leur transition. Donc, là, c'est où on en est en 2022, et on repose un regard sur le futur. Ça va avoir l'air quoi dans le futur? Bien, la première chose, ça va être d'intégrer les marqueurs X, parce que les marqueurs pour les personnes non-binaires, actuellement, ne sont pas encore accessibles, par exemple, sur les cartes d'assurance maladie, etc. Donc, même si le changement légal a été fait et qu'on peut maintenant avoir un certificat de naissance qui concorde avec ça, beaucoup d'instances gouvernementales refusent encore de les offrir, disent qu'il faut encore qu'on trouve comment faire ça, etc. Donc, juste comme appliquer ce changement-là risque de prendre quelques années, malheureusement. Un autre regard vers le futur, c'est est-ce qu'on veut commencer à penser à simplement abolir les marqueurs de genre sur les certificats de naissance, comme ça a été fait en Belgique, plusieurs personnes disant on est capable d'obtenir toutes les informations dont on a besoin ailleurs. On n'a pas besoin d'écrire ça sur des documents qu'on montre à tout le monde. De même sorte qu'on n'écrit pas, par exemple, l'identité raciale d'une personne sur son certificat de naissance, mais là, la police de Hamilton vient de voter pour le remettre. Fait que là, va pas, en tout cas, pas une super bonne idée, là, mais bon, je ne vais pas. On espère juste que le gouvernement de l'Ontario ne va pas suivre ce que la police de Hamilton veut. Donc, est-ce qu'on veut abolir ces marqueurs-là? Est-ce qu'il y a une façon de faire qui n'utilise pas des marqueurs sur les certificats de naissance? Est-ce qu'on peut avoir une approche un peu plus fluide avec des marqueurs administratifs, etc., à différentes places? Ensuite, un autre développement qui va être vraiment nécessaire, c'est l'accès aux soins de santé pour les personnes trans. Il y a encore très peu d'assurance santé qui couvre la transition médicale. Il y a certaines chirurgies qui sont couvertes, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, sauf si on est avec, le logo de Beneva n'est plus là. Beneva, si je me souviens bien, a sorti une assurance qui couvre un peu plus de choses qu'ailleurs, mais dans le système public, malheureusement, il y a beaucoup de chirurgies qui ne sont pas couvertes encore. Encore là, c'est un problème aussi, l'accès aux soins de santé, non seulement pour les personnes qui sont citoyennes et qui ont accès à la RAMQ, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas la citoyenneté encore et qui vivent au Québec, qui doivent souvent attendre très longtemps pour avoir accès à la citoyenneté et donc aux soins de santé trans. Et un des problèmes que ça pose, c'est que ces personnes-là se voient justement devoir composer avec un besoin d'argent, qui vont donc souvent se tourner vers le travail du sexe pour avoir cet argent-là, mais là ensuite, ça peut te rendre inéligible à la citoyenneté, tu peux aller en prison. Donc, il y a comme un peu un funnel pour les personnes trans non citoyennes vers le système carcéral, en partie parce que le système de santé ne couvre pas suffisamment les soins de transition pour les personnes trans en général et surtout pour les personnes non citoyennes. Un autre sujet que les gens veulent amener, c'est la question de réparation pour les critères de stérilisation. Il y a encore beaucoup de gens, dont des gens que je connais aujourd'hui, qui, avant 2015, ont obtenu une chirurgie génitale qu'ils ne voulaient pas vraiment pour pouvoir avoir accès au changement d'identité, donc de marqueurs de genre sur l'état civil. Et certains pays en Europe ont commencé à offrir des réparations pour ça, donc des compensations financières. Et je pense que c'est une
conversation qui doit se faire au Québec, surtout si on tient à l'intégrité corporelle et aux droits de la personne à ce niveau-là. Et autre sujet à ouvrir, c'est aussi avoir des programmes d'emploi, de logement, etc. pour les personnes trans. En Argentine, il y a un programme qui réserve 1% des postes gouvernementaux aux personnes trans et d'autres, que ce soit de cette façon-là ou que ce soit d'une autre façon, les personnes trans au Québec sont très pauvres, sont vraiment sous-employées, souvent sans-abri ou des difficultés d'accès de logement. Presque toutes les personnes trans que je connais dans mon entourage ont vécu de la discrimination à l'emploi, de la discrimination dans le logement, etc. Donc, avoir des façons de combattre ces discriminations-là plus efficaces, parce que la commission, tu t'en vas en commission, puis tu vas le voir dans 5 ans là, si tu as réussi, ce qui n'est pas efficace, ce qui n'est pas adéquat. Mais il y a aussi d'autres façons est-ce qu'on peut avoir des programmes plus actifs qui vont aller aider les personnes trans à avoir des emplois ou du logement. C'est vraiment un regard sur le futur important au Québec. Donc là, on a vraiment, je crois, on est à peu près où on voudrait être au niveau de l'État civil et au niveau du droit à l'égalité. Sur papier, on est aussi assez bien positionné, mais là, c'est vraiment une question de « OK, mais là, on a fait ces changements-là, maintenant, il faut les appliquer. Il faut trouver des façons concrètes de garantir l'égalité aux personnes trans. » Et c'est là où on en est, et c'est ce que je vous invite à penser aujourd'hui. Et donc, j'ai terminé. Je vais prendre vos questions.